Ils vous ont menti sur à peu près tout. Ils vous ont menti sur les masques. Le gouvernement vous a dit qu'il y avait des stocks, mais qu'ils étaient inutiles. Puis qu'ils étaient indispensables, mais qu'on n'avait pas de stock. Ils ont fait mentir les chiffres en brandissant chaque jour un nouvel indicateur toujours plus anxiogène. Depuis le début de l'année, le Covid-19 a fait 56 000 morts en France, soit 3 fois plus qu'en Allemagne, et ce, parce que nous avons fermé 69 000 lits d'hôpitaux en 15 ans. Le gouvernement a osé affirmer qu'aucun malade n'avait été abandonné, alors que nos anciens, nos parents, nos grands-parents ont été privés de soins et d'hospitalisation, condamnés à une mort couronnée de solitude. Ils vous ont menti sur le professeur Raoult, parce qu'il ne fait pas le jeu des grands laboratoires. Le vaccin avec ARN messager ne serait pas un vaccin à proprement parler. Pour le professeur et infectiologue Christian Perron, c'est de la thérapie génique sur laquelle nous n'avons aucun recul. Une aubaine pour des laboratoires pharmaceutiques qui n'auront même pas à payer leurs potentiels dommages irréversibles. TV Liberté défend la vérité. Aidez-la. Bonjour à tous et content de vous retrouver pour un nouveau numéro du Plus d'éléments pour vous présenter un numéro exceptionnel. Alors encore un petit chamboulement, Olivier François sera là je pense le mois prochain. Quand le Covid va commencer à partir, je pense qu'on va retrouver Olivier. Alors là on va vous parler de ce numéro qui vient de sortir, je vais le montrer à la caméra. Voilà, c'est encore un superbe numéro, c'est le 187. Et pour ce numéro exceptionnel, j'ai droit à 2 personnes exceptionnelles. J'ai le droit, bien sûr, au rédacteur en chef, François. Bonjour Patrick. Bonjour. Et on a une petite nouvelle, c'est formidable, Marie Chancel. Bonjour Marie. Bonjour Patrick. Elle est terrorisée, mais je pense que tout va bien se passer. Mon cher François, on va commencer parce que dans ce numéro, on a un entretien. On l'a mis en couverture, c'était loin d'être évident. On a un entretien avec 3 personnes qui s'appellent Matthew Crawford, David Goodhart et Richard Sennett, qui s'affrontent sur l'éducation, très peu connue en France, mais qui sont en fait 3 grands intellectuels. On peut dire qu'Élément a pris un risque, mais c'est quand même une belle prise pour la revue. Oui, c'est 3 grandes figures intellectuelles contemporaines. Richard Sennett, les plus anciens le connaissent, parce qu'il est là dans le paysage intellectuel depuis 30 à 40 ans, historien de l'intimité. Les gens connaissent Richard Goodhart, David Goodhart, parce que Goodhart a théorisé les anywhere, et ceux de quelque part et ceux de nulle part. Donc en fait, on le connaît, on l'a présenté comme le Zemmour anglais. Il n'est pas tout à fait sur la même longueur d'onde que Zemmour, même s'il y a beaucoup de proximité. Et Matthew Crawford est une des intelligences les plus originales qui nous viennent d'outre-Atlantique. Et on a réuni les 3, ça va faire un entretien à 3 voix, polyphonique. À mon sens exceptionnel, je crois qu'on frappe un grand coup. On peut parier que le Figaro Vox, dans les semaines qui viennent, vont faire ce type d'entretien, comme il l'avait fait après que nous ayons fait découvrir au public francophone Matthew Crawford, édité certes par La Découverte, par des maisons d'extrême gauche, mais de fait, il n'est pas, et de très loin, il n'est pas à l'extrême gauche. Et là, on a pris prétexte du dernier livre de Goodhart sur la main, le cœur et le cerveau, où Goodhart prend ses distances avec la surdiplomisation de l'Occident. Et à la lumière du Covid, son livre prend une nouvelle résonance, puisque je ne sais pas si vous avez en tête les derniers de Corday sont devenus les premiers de Corvée. Ça fait penser au bouquin d'un autre anglo-saxon, Graeber, qui est mort en Italie pendant le confinement, du reste, malheureusement, et qui avait théorisé les bullshit jobs, les jobs à la con, dont il semblerait que la France, les États-Unis, l'Angleterre
Angleterre, en particulier chez les CSP+, poussent comme des champignons. C'est quoi ces jobs à la con? C'est des jobs inutiles, mais très bien payés. Et en face de ça, il y a les métiers de merde, dits de merde, qui sont indispensables au corps social, c'est-à-dire les manutentionnaires, c'est-à-dire les chauffeurs routiers, c'est-à-dire les infirmières, c'est-à-dire les médecins, les commerçants, les artisans, qui sont indispensables et qui sont très très mal payés. Et donc ça apporte, le livre de Goudart apporte un éclairage assez intéressant, assez original sur la manière dont les rôles sociaux et les rôles professionnels sont distribués. Le Covid a permis de voir que leur théorie était vraie. Oui, elle est très juste. Elle est très juste. Ce qui est un drame pour nous, journalistes, puisque nous, journalistes, nous sommes typiquement des professions que Graeber aurait classées dans Job à la con. Le livre est assez amusant et foutraque du reste Job à la con de Graeber. On n'en parle pas dans l'entretien, mais ça recoupe l'entretien. Et il liste tous les jobs à la con. Donc je disais journaliste, graphiste, conseiller financier. Et lui, il a même la caractéristique du job à la con, c'est ce qu'il appelle le cocheur de cases. Vous avez dans plein d'entreprises des cocheurs de cases, comme les fonctionnaires de Gogol. Et tous ces gens-là sont très bien payés. Pourquoi sont-ils très bien payés? Parce qu'ils détiennent le pouvoir culturel. Et après, j'en aurais fini. Mais ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'on retrouve dans l'entretien, à travers les cols bleus et les cols blancs, on retrouve cette division fondamentale des deux blocs historiques qu'on retrouve partout en Occident, en France, en Angleterre, etc. Électorat de Trump, électorat de Marine Le Pen, électorat de Salvini, électorat de Johnson, les cols bleus, la France périphérique, l'Angleterre périphérique. Donc les gens qui travaillent avec leurs mains, qui travaillent dans le cambouis, qui travaillent à l'usine, qui n'ont pas le pouvoir, qui n'ont aucun des pouvoirs, ni financiers, on l'a dit, ils sont mal payés, ni culturels, ni symboliques, qui n'ont aucune reconnaissance. Et en face d'eux, il y a les cols blancs, ceux de nulle part, qui maîtrisent l'outil informatique, qui sont totalement dématérialisés, ce que je suis de fait, mais je suis un traître à ma classe sociale, ce que nous sommes tous les trois sur ce plateau, nous sommes traîtres à notre classe sociale, qui voudrait que nous soyons de nulle part. Donc l'entretien aborde tous ces thèmes de manière polyphonique à travers... Je sais que c'est un sujet qui vous préoccupe. 3 figures dont on n'a pas d'équivalent en France, et je vous l'accorde. Peut-être Olivier Rey, disiez-vous. Oui, je pensais qu'Olivier Rey était un peu dans ce cadre-là. Oui, avec Matthew Crawford. Mais on n'a pas d'équivalent Matthew Crawford. Moi, c'est mon préféré, c'est Matthew Crawford, auteur de L'éloge du carburateur, livre génialissime à la découverte, génial, totalement original, qui dépoussière notre vision de la modernité, de la postmodernité. Tout est original, c'est ce garçon. On n'a pas d'équivalent en France. Il y avait des gens à l'encyclopédie des nuisances, Raimé Samprin, le fils du ministre de Mitterrand, mais c'est pas le même niveau d'intelligence chez Crawford. Marie, vous avez un mot sur cet entretien? Vous avez appris quelque chose? Est-ce que c'est la fin de l'Occident? Parce que le titre, c'est la grande faillite de l'éducation occidentale, mais c'est la fin de l'éducation, c'est la fin du système financier tel qu'il a existé. On voit qu'on va avoir de plus en plus de mal à voyager, sauf les migrants. Eux, ils peuvent voyager sans problème. Bon, très bien. Je pense que François, on a fait le tour de cet entretien. Matthew Crawford, David Goudart et Richard Sennett, on vous le conseille. C'est vraiment les trois grands intellectuels qui, je pense, vont compter pour la suite. On va passer à notre dossier. Notre ami Alain de Benoît est en pleine forme. Il nous a amené un dossier sur l'indigénisme, ce grand délire racial qui nous interroge. Marie Chancel, l'indigénisme, vous le voyez comment, vous, l'indigénisme ? Alors l'indigénisme, nous en avons surtout entendu parler. L'indigénisme a fait une arrivée fracassante sur la scène médiatique récemment. On l'a vu à l'occasion de la mort de George Floyd en avril de cette année, où en fait un Afro-américain est décédé lors de son interpellation à Minneapolis aux États-Unis, et il est décédé lors de son interpellation sous le genou d'un policier blanc. Donc la scène qui a été filmée par des passants et diffusée sur les réseaux sociaux, c'est évidemment diffusée comme une traînée de poudre. Et il ne s'en est pas fallu de plus pour que les militants indigénistes, donc qu'on appelle aux États-Unis Black Lives Matter, les vies noires comptent, s'emparent de l'affaire pour présenter George Floyd comme la victime d'un racisme systémique, enfin, ce qu'ils disent être un racisme systémique. L'indigénisme, c'est une
une théorie qui est arrivée, une idéologie qui est arrivée assez récemment en France, mais qui existe depuis plus longtemps aux États-Unis, qui est l'héritière des post-colonial studies, et qui explique que les personnes, donc ce qu'ils appellent les personnes racisées, donc les noirs, tout ce qui est non blanc, sont forcément, mais ça s'étend aussi à d'autres catégories, à d'autres minorités, donc tout ce qui est LGBT, les femmes également, enfin, etc., tout ce qui est considéré comme des minorités, que ces personnes-là sont victimes d'un racisme et de discrimination systémique et systématique de ceux qui sont la classe dominante, c'est-à-dire les blancs, et précisément les hommes blancs hétérosexuels de surpoids. Et Marie censée être porteur de ce fameux privilège blanc. Censée être porteur de ce fameux privilège blanc, ça a été théorisé par une journaliste américaine qui était Peggy McIntosh, qui était elle-même, qui en fait était issue de la grande bourgeoisie, de la bourgeoisie américaine, donc en fait qui a tout simplement confondu ses privilèges de classe de femmes aisées avec ses privilèges de race, de femmes blanches, et qui explique qui explique qu'en fait le fait d'être blanc vous donne des avantages comme le droit d'arriver en retard à un rendez-vous, ce qui n'est pas pardonné, par exemple, à une personne racisée, donc une personne racisée à une personne noire ou une personne non blanche. Donc en fait, on est sur un délire, un délire très poussé, puisque cette idéologie a totalement inversé l'antiracisme tel que nous le connaissions, puisque dans les années 80-90, c'était affirmer l'existence des races qui étaient considérées comme racistes, mais aujourd'hui, c'est dire que les races n'existent pas qu'il l'est. Donc alors François, par rapport à ce que nous disait Marie Chancel, c'est vrai que cette histoire est partie d'un article. L'article McIntosh, c'est un article. Mais ce qui explique très bien Alain de Benoît dans le dossier, c'est que en fait, on ne les a pas pris vraiment au sérieux au départ. Que derrière, il y a quand même des intellectuels du tiers-monde, il y a des intellectuels américains qui ont mis ça en place, et que contrairement en France, où on avait vu Thomas Guénolé qui accusait Ouria Bouteldia d'être antisémite, dans un extrait qui a fait le tour des réseaux sociaux, cette mouvance, elle est structurée, il y a des idées derrière, et que c'est pas simplement du folklore. Non, ouais. Même si ça devient folklorique avec l'appropriation culturelle, enfin que toutes les folies, les dérives que ça suscite, hein, mais il y a un arrière-plan, il y a un substrat idéologique, intellectuel, dont de Benoît, à ma connaissance, en tout cas dans l'espace francophone, hein, retrace pour la première fois la généalogie. Donc la généalogie, il l'a fait remonter en Inde, ça vient du tiers-monde, hein, c'est ce que nous dit Alain de Benoît, c'est la matrice initiale, c'est le tiers-monde. Hein. Alors évidemment, les rameaux sont européens ou palestiniens, puisque le grand maître de ce qu'on appelle les subaltern studies, pardonnez le terme, et c'est un terme qui est emprunté à l'œuvre de Gramsci, au cahier de prison de Gramsci, mais ça passe par l'Inde, donc les Indiens sont les premiers, dans les années 80, à penser, à théoriser, à porter l'idée suivante, hein, c'est que la fin des colonies n'a pas mis fin au colonialisme. Hein. C'est l'idée majeure qui porte l'idée indigéniste, hein, c'est qu'en fait les colonisés sont toujours mentalement dominés par l'univers du colon, l'univers blanc, le schéma idéologique du blanc, etc. Et ensuite on retrouve la même chose en Amérique latine, hein, où on a également dans un contexte tiers-mondiste, hein, mais là on s'appuie sur un autre grand penseur que peut-être les gens ne connaissent pas, mais c'est certainement les auteurs les plus lus au monde aujourd'hui, c'est Édouard Saïd, hein, chrétien palestinien, éduqué aux États-Unis, et qui a sorti un livre qui est le livre de référence des sciences humaines, avec Foucault, avec Bourdieu, avec quelques autres livres, qui est Orientalisme. Hein. Et c'est un livre qui a de la destinée la plus étrange, parce que c'est ce sur quoi les indigénistes s'appuient. Ça veut dire que les indigénistes se sont toujours vus comme l'ancien sujet discriminé. C'est-à-dire comme le noir, comme l'arabe, comme le musulman, comme la femme, hein, comme le trans. Hein. Et Marie Chancel a raison, c'est pas seulement le blanc, même si on parle de privilège blanc, c'est en gros c'est le mâle blanc, de plus de 50 ans ou de moins de 50 ans, peu importe, mais c'est, disons, le mâle blanc hétérosexuel, hein, qui est problématique, hein, et qui est porteur d'une violence systémique, comme vous le disiez, qui est porteur d'un racisme oppressif, d'un racisme d'État. On a repensé le vocabulaire, c'est vraiment un globi-boulga, puisque là-dessus est venue se greffer toute la French Theory, donc tous les travaux de déconstruction des auteurs français, qui
qui se sont épanouis sur les campus américains. Et au final, ça aboutit à ce grand délire qui ressemble pour moi à une pièce de Ubu. C'est la rencontre de Ubu Roi et d'Harry Potter, puisque c'est souvent porté par des jeunes gens, à une nouvelle génération d'inquisiteurs ou d'inquisitrices. Ce sont des Robespierrettes en culotte courte aux États-Unis, qui déboulonnent des statues, qui lancent des cabales contre les profs. Quand je dis qu'ils lancent des cabales contre les profs, c'est-à-dire que les professeurs sont obligés de déménager, puisqu'ils sont harcelés jusqu'au pied de leur immeuble, leur famille est harcelée. Donc c'est une logique qui est en train de... On n'aurait pas pensé, comme vous le disiez, moi je n'aurais jamais pensé qu'elle sortirait à ce point-là du bois, puisque comme l'a dit Marie Chancel, elle contredit le catéchisme fondamental de la pensée progressiste, qui est un antiracisme universaliste, les races n'existent pas. Or, il y avait un antiracisme différentialiste qui, au fil des ans, est en train de se raciser de plus en plus, qui est en train de s'affirmer comme raciste de plus en plus. Il est interdit de le dire, mais de fait, les Noirs ont une vision suprémaciste du pouvoir noir, le Black Power, Black Beautiful, le livre de Lilian Thuram, Mes étoiles noires, quand on le lit, ce sont des livres authentiquement racistes qu'auraient pu écrire des grands théoriciens ariens de la fin du 19e, du début du 20e. On n'aurait jamais pu penser que ces gens-là prendraient le pouvoir. Or, grâce à George Floyd, grâce à Adama Traoré, oui, il y a eu une accélération. Il y a eu une accélération. Ces gens-là, en tout cas rhétoriquement, ont gagné la bataille culturelle. C'est-à-dire que leur vision du monde est reprise non seulement par la classe politique, mais aussi par la classe médiatique, qui considère qu'il est légitime. On l'a vu très récemment avec le secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts, Julien Bayou, je crois, je ne vais pas me tromper sur son nom, oui, c'est lui, qui a eu le malheur de dire à son public qu'il y a eu un lynchage de policiers. Il s'est fait rappeler à l'ordre. Il ne peut y avoir de lynchage que de noirs. Et on retombe sur l'appropriation culturelle. Je fais une parenthèse sur l'appropriation culturelle, mais chaque année, pour la nuit d'Halloween, sur tous les campus américains, les patrons de fac envoient une newsletter aux élèves en leur disant « Rappelez-vous, si vous êtes blanc, interdit de vous déguiser en latino, interdit de mettre des dreadlocks, interdit, sinon c'est de l'appropriation culturelle. » Donc en fait, l'histoire, elle recommence plusieurs fois, comme disait Marx. Elle recommence une première fois comme en tragédie, deuxième fois comme farce, et la troisième fois, ce qui est notre temps, comme farce et attrape. Donc on est vraiment dans quelque chose de surréaliste, et on n'en revient pas. Moi, je me pince pour croire qu'un Julien Bayou doit s'excuser pour avoir parlé de lynchage de policiers. Mais il s'excuse. Il s'excuse. Alors, ce qui est très intéressant parce qu'on a dans ce numéro, on a un interview de Houria Boutelja, mais qui est en fait un entretien qu'elle avait donné à la revue de notre ami Laurent Chang, Impur. Et c'est assez intéressant parce qu'elle n'a pas la langue de bois. Et à l'époque, ils sont peu connus, les indigènes de la République. Et quand on lui parle de la gauche, elle a cette chose qui montre bien qu'aujourd'hui, ils ont un discours qui est beaucoup plus de s'approprier la gauche. Elle dit « D'abord, nous ne nous sommes jamais revendiqués de gauche. Nous nous situons sur un autre clivage, colonial-anticolonial. Notre constat, c'est que le racisme et l'esprit colonial sont transversaux à la société et que les gens de gauche ne sont pas forcément nos amis. » Donc de toute façon, aujourd'hui, ils ont mis la main sur le parti de Mélenchon. Sur les Insoumis. Les Verts, c'est à peu près gagné. Sur le Parti communiste. Sur le Parti communiste. Il en reste le reste du Parti socialiste à avoir, puis c'est bon. Il semblerait qu'il y a une infiltration des communistes au sein du PS, en tout cas l'UNEF. En gros, tout le continent gauchiste a été vampirisé et colonisé par l'indigénisme. Qui fondamentalement, dans l'absolu, quand Houria Boutelja, quitte à surprendre les gens, que dit Houria Boutelja ? J'appartiens à ma famille, j'appartiens à mon clan, j'appartiens à mon pays, j'appartiens à ma race, dit-elle, j'appartiens à l'Algérie, j'appartiens à l'islam. Ça ne me dérange pas. Mais à la Casbah d'Alger, pas à la Goutte d'Or. Moi, j'appartiens moi aussi à mon clan. J'appartiens moi aussi à ma race. Il y a l'Institut du monde arabe, donc déjà Non, mais pas ici. C'est le renversement l'indigénisme. De Benoît insiste là-dessus, pose problème. La question indigéniste, c'est que si on veut bien considérer qu'il y a deux types d'humanité, il y a le colon et l'indigène. Le colon, c'est celui qui va chez l'autre. Et l'indigène, c'est celui qui est chez lui. Nous sommes des indigènes. Donc nous sommes grands remplacés démographiquement, nous sommes grands remplacés physiquement, je veux dire, idéologiquement, mais nous sommes grands remplacés sémantiquement. C'est qu'on nous dénie le droit d'être des indigènes. Or, les indigènes d'Europe, c'est moi. Moi, le sous-chien, n'en déplaise à Houria Boutelja, elle peut tenir, je le redis, son discours à Alger, moi, ça me réjouit. Je suis différentialiste, les peuples sont différents. Mais chez toi, ma chère Houria Boutelja, tu as le droit de te réclamer de ton camp, mais pas chez moi. Chez moi, je me réclame de mon camp. Tu es donc un colon chez moi.
Chancel. Et puis cette pensée indigéniste prend en fait nous prend en otage sur notre propre sol, mais enfin nous, notre histoire, notre sémantique, notre façon de vivre, puisqu'on a pu voir pareil, qui est quelque chose qui est hérité des campus américains. Il y a des associations qui réclament le déboulonnage de certaines statues, comme par exemple le CRAN qui a réclamé, c'est le comité de représentation des associations noires, qui a réclamé le déboulonnage de la statue de Colbert devant l'Assemblée nationale, au prétexte qu'il a été l'auteur du Code noir sous Louis XIV qui régissait l'esclavage. Il réclame aussi que certaines rues, certains collèges, etc., soient débaptisés parce qu'ils portent le nom de personnages qui, aujourd'hui, a posteriori, posent problème. Et c'est aussi, en effet, c'est quelque chose qui vient de cette pensée indigéniste américaine, puisque depuis plusieurs années, aux États-Unis, des associations militent et obtiennent la suppression de certaines statues. Je pense notamment aux statues de généraux confédérés. La statue du général Lee avait été supprimée, enfin avait été déboulonnée, etc. Et du coup, nous nous retrouvons sur notre propre sol à être mis en accusation pour notre histoire, pour notre culture, pareil pour notre langue. Il y a certains mots qu'il ne faut pas utiliser parce que c'est offensant, et ça les médias en parlent régulièrement, que non, certains mots il ne faut pas les dire, et enfin ils s'érigent flics de la pensée en disant ce qu'il faut penser, ne pas penser, dire et ne pas dire. Et du coup, c'est assez. Enfin, le phénomène en France est assez récent. Enfin, c'est propagé très vite, mais devient de plus en plus pesant et de plus en plus inquiétant en fait, parce que déjà on a pu le voir à Bordeaux. Alors à Bordeaux, ils n'ont pas supprimé le nom des rues, mais certaines associations... Il y a une explication de texte à Bordeaux, c'est formidable. Oui, il y a des explications de texte. Il y a le nom de gens que personne ne connaît, puis en dessous on vous dit il a été esclavagiste, etc. C'est pas bien. Voilà, des explications de texte en gros, on sent que la municipalité a mis ça en place pour ne pas avoir à débaptiser les rues. Mais la volonté de toutes ces associations indigénistes, c'est d'effacer notre histoire. Donc pour l'instant, les rues à Bordeaux ont gardé leur nom et la statue de Colbert est toujours devant l'Assemblée nationale. Mais pour combien de temps ? Ouais, pour combien de temps ? En tout cas, c'est passionnant. Si vous voulez tout savoir sur l'indigénisme, c'est dans ce numéro-là. Je remonte à la caméra devant ma tête. Voilà, c'est ce dossier. Il est formidable et vous saurez tout sur les origines, parce que les idées, il faut toujours les prendre au sérieux. On devait voir, Michinor devait voir plein de choses. Ça va être. Il nous reste 2 minutes. Mon cher François, je crois que vous avez des coups de cœur pour Noël. Vous allez nous faire le Bernard Pivot rapide. Je vais faire ce que je ne fais. J'adorais, moi, quand j'étais gamin, voir les bouquins de... Je vais faire le Bernard Pivot et non pas le Jean Ederne, parce que là, ce sont des bons livres, des livres de la Nouvelle Librairie, donc pardonnez, c'est un plaidoyer pro domo. Moi, je vais les montrer, là, on va en parler. Pas tous les voir. Pas tous, mais le premier... La chape de plomb, c'est le sujet dont nous parlions là à l'instant, la chape de plomb inquisitrice qui pèse sur les esprits, les tabous envahissants qui nous contraignent soit à l'autocensure, soit à la censure. Un livre d'une clarté à la de Benoît. Hop, on passe sur le deuxième. Le politique de Julien Freund. Alors Julien Freund, c'est l'homme qui disait à chaque fin d'entretien, à chaque fin de repas, à chaque fin de cours, l'avenir c'est le massacre. Et c'est encore un de nos sujets, pour nous, puisque les sociétés, ça a souvent été dit, les sociétés multiraciales deviennent fréquemment des sociétés multiracistes. Un livre que les auditeurs, les spectateurs de TV Liberté, on en perd son latin et on confond tous les médias de la dissidence, pardonnez-moi. Ouais, très rapidement, parce que Jean-Yves Le Gallou, il en voit voilà, c'est immédiat, les gens connaissent. Nous sommes tous jaloux. Le petit dernier le dernier Logime. de Logime, qui est coproduit avec Logime et Claude Cholet. Logime fait un travail vraiment remarquable. Et là, Logime démonte un des clowns politiquement corrects les plus nuisibles du PAF. En l'occurrence, Barthez.
Il y en a tellement de vos livres, c'est incroyable. Les deux Guillaume Travers, allez hop, pour le prix d'un. Je fais l'article, pardonnez-moi, et l'éloge est inconditionnel, mais Travers, comme son nom ne l'indique pas, remet à l'endroit l'économie. C'est l'économiste organique qui nous faisait défaut. Il est prof d'économie, chroniqueur à éléments, et il a, à travers le Moyen-Âge, il est en train de découvrir pour nous une forme de plan B, une alternative au socialisme et une alternative au capitalisme, donc, en particulier dans l'économie médiévale. Et je crois qu'il a touché un point très précieux pour nous, pour poser des jalons dans des sociétés que nous appelons de nos voeux. Pour nos amis de gauche, hein, par exemple, M. Mélenchon, si vous voulez, pour votre programme, voilà, vous lisez Guillaume Travers. Et moi, je vais avoir juste un petit coup de cœur, parce que ça me fait plaisir, le Michel Pastoureau, Histoire des couleurs. Et j'ai pris par hasard, il a fait le rouge, le vert, le jaune. Moi, j'ai pris le noir, c'est la couleur cette année qu'on a vu le plus à la mode. Moi aussi, je fais de l'appropriation culturelle. Pour vous, le noir compte aussi. Le noir compte aussi. Voilà. On se retrouve le mois prochain, enfin, dans 2 mois, exactement, pour le prochain numéro d'Éléments. Bonjour chez vous.